As-tu déjà ressenti cette tension étrange dans ta gorge juste avant de prendre la parole, cette sensation que tes mots vont sonner faux, forcés, comme si tu jouais un rôle que tu ne maîtrises pas vraiment? Ce moment où tu te retrouves face à quelqu'un et tu sens que tout ce que tu pourrais dire serait soit trop superficiel, soit trop intense, soit complètement à côté de ce que tu ressens véritablement au fond de toi. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette expérience, quelque chose que Jung appelait la fracture entre la persona et le self, cette distance douloureuse entre qui tu es vraiment et qui tu crois devoir être quand tu parles. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus intelligentes ressentent souvent cette dissonance de manière plus aiguë, car elles perçoivent intuitivement que l'intelligence conversationnelle ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à la qualité du silence d'où ces mots émergent. Les recherches en psychologie sociale montrent constamment que ceux qui parlent le moins sont souvent perçus comme les plus convaincants, non pas par stratégie calculée, mais parce qu'ils ont développé une conscience que la plupart des gens n'ont jamais explorée. Freud a découvert dans sa pratique analytique que nos mots sont rarement ce que nous croyons qu'ils sont. Ils sont des compromis, des négociations inconscientes entre ce que nous voulons dire, ce que nous osons dire, et ce que notre psyché censure avant même que la pensée n'atteigne notre conscience. Cette censure n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie psychique développé depuis l'enfance, une façon de naviguer dans un monde où l'authenticité verbale était souvent punie plutôt que récompensée. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit avec cette clarté. Ton inconfort conversationnel n'est pas un signe de faiblesse sociale, c'est une sensibilité développée, une capacité à percevoir les couches multiples de communication que les autres traversent sans même les remarquer. Matthew Lieberman a démontré à travers ses recherches que notre cerveau social possède des circuits spécifiques qui détectent l'authenticité en quelques centièmes de seconde, bien avant que notre esprit conscient ne formule un jugement. Ton malaise face à la conversation superficielle n'est pas ton problème, c'est ton système nerveux qui refuse de trahir ta profondeur pour rassurer l'insécurité des autres. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va transformer complètement ta compréhension de ce qu'est véritablement parler avec intelligence, et pourquoi tout ce qu'on t'a enseigné sur la communication efficace était fondamentalement une incompréhension totale de la psychologie profonde du langage. Jung, Freud, Adler et les neurosciences modernes ont tous convergé vers une même vérité troublante. L'éloquence véritable n'a rien à voir avec la rhétorique. Elle émerge d'une intégration psychologique que très peu de personnes atteignent dans leur vie. Antonio Damasio a découvert dans ses recherches révolutionnaires que chaque mot que tu prononces est d'abord ressenti dans ton corps avant d'être formulé dans ton esprit, ce qui signifie que ton intelligence conversationnelle dépend moins de ton vocabulaire que de ta capacité à rester connecté à tes sensations somatiques pendant que tu parles. Ceux qui parlent de manière convaincante, sans effort apparent, ne sont pas ceux qui ont mémorisé des techniques de persuasion. Ce sont ceux qui ont développé une cohérence neurobiologique entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils expriment. Une intégrité psychologique si rare qu'elle captive immédiatement l'attention de ceux qui l'entendent. Stephen Porges révèle à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux autonome évalue en permanence le niveau de sécurité ou de menace dans chaque interaction sociale, et que les personnes qui parlent depuis un état de régulation neuronale déclenchent automatiquement une résonance apaisante chez leurs interlocuteurs, une co-régulation inconsciente qui crée la sensation de confiance et de crédibilité. Ce n'est pas ce que tu dis qui convainc, c'est l'état neurobiologique depuis lequel tu parles, et cet état ne peut être simulé par aucune technique car il dépend de ton niveau d'intégration psychologique profonde.
Si tu as passé ta vie à sentir que quelque chose clochait dans ta façon de communiquer, que tu devais faire plus d'efforts que les autres pour paraître naturel, que tes silences étaient embarrassants alors que les bavardages des autres semblaient socialement acceptables, alors ce que tu vas comprendre maintenant va libérer quelque chose en toi que tu as porté comme un fardeau pendant trop longtemps. Adler a révélé à travers ses observations cliniques que ce que nous interprétons comme un défaut conversationnel est souvent une forme supérieure de conscience sociale, une capacité à percevoir les dynamiques de pouvoir, les jeux psychologiques et les mensonges collectifs que la communication superficielle maintient en place. Ton silence n'est pas une incapacité à parler, c'est un refus inconscient de participer à la mascarade verbale que la société confond avec l'intelligence. Avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes un instant pour vraiment intégrer ce que nous allons explorer ensemble, parce que ce n'est pas simplement une vidéo sur des techniques de communication, c'est une plongée dans les mécanismes psychologiques profonds qui déterminent pourquoi certaines personnes parlent et transforment l'espace autour d'elles, tandis que d'autres parlent et créent du bruit sans résonance. Si cette exploration résonne déjà en toi, si tu sens que nous touchons quelque chose que tu as toujours su intuitivement, sans jamais avoir les mots pour le nommer, alors abonne-toi à cette chaîne, parce que nous allons continuer à descendre dans ces profondeurs psychologiques que très peu osent vraiment affronter avec honnêteté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, a compris que l'intelligence conversationnelle ne se trouve pas dans les cours de prise de parole en public, mais dans le travail intérieur que Jung appelait l'individuation, ce processus de devenir qui tu es vraiment plutôt que qui tu crois devoir être pour être accepté. Viktor Frankl disait que le sens ne se trouve pas dans l'adaptation aux attentes extérieures, mais dans la fidélité à ce qui résonne comme vrai à l'intérieur de soi. Et cette vérité s'applique de manière cruciale à la façon dont tu choisis de parler ou de te taire dans un monde qui valorise le volume plutôt que la profondeur. Les neurosciences confirment ce que les grands penseurs de la psyché humaine ont toujours su. Ton cerveau est câblé pour détecter l'authenticité bien avant que ta pensée consciente ne formule une opinion. Et c'est cette détection instantanée qui fait toute la différence entre quelqu'un qui parle pour impressionner et quelqu'un qui parle depuis son intégrité. Ce que nous allons explorer maintenant va te montrer exactement pourquoi ton malaise conversationnel était en réalité une forme de sagesse et comment transformer cette conscience en une présence communicative qui attire naturellement ceux qui sont capables de reconnaître la profondeur quand ils la rencontrent. La vraie intelligence ne remplit pas l'espace, elle crée l'espace où la profondeur peut émerger. Pense à ces moments où tu te retrouves dans une conversation de groupe et tu sens cette pression subtile, cette attente sociale implicite de contribuer quelque chose, de remplir les silences, de prouver ta présence par tes mots. Et pourtant, quelque chose en toi résiste, quelque chose refuse de transformer la communication en performance. Ce refus n'est pas de la timidité, ce n'est pas un manque de compétences sociales, c'est une intelligence profonde qui perçoit que la plupart des échanges verbaux ne sont que du bruit organisé, des rituels sociaux vides de sens véritable. Jung a découvert quelque chose de fondamental sur la psyché humaine qui explique cette tension. Nous développons tous ce qu'il appelait une persona, un masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Et ce masque a sa propre façon de parler, ses propres phrases, ses propres intonations qui n'ont rien à voir avec notre self authentique. L'éloquence forcée est la cicatrice d'une psyché qui a appris à se trahir pour plaire. Et tu peux entendre cette trahison dans chaque mot qui sonne creux, dans chaque phrase qui essaie trop fort de convaincre, dans chaque conversation où tu sens que la personne ne parle pas depuis sa vérité, mais depuis son anxiété d'être jugée. Les recherches en neurosciences sociales révèlent que notre cerveau possède des circuits miroirs qui s'activent quand nous écoutons quelqu'un parler. Et ces circuits détectent instantanément la cohérence ou l'incohérence entre ce que la personne dit et ce qu'elle ressent réellement.
C'est pourquoi tu peux sentir immédiatement quand quelqu'un est authentique ou quand quelqu'un joue un rôle, même si tu ne peux pas expliquer rationnellement ce qui te donne cette impression. Antonio Damasio a démontré que nos émotions ne sont pas des réactions secondaires à nos pensées, mais des processus fondamentaux qui informent chaque décision et chaque communication, ce qui signifie que quand tu essaies de parler sans être connecté à tes émotions réelles, ton discours devient une coquille vide que ton interlocuteur ressent comme inauthentique au niveau somatique. Ton silence n'est pas un défaut, c'est une forme de résistance psychologique contre la superficialité collective, une façon inconsciente de protéger ton intégrité dans un monde qui valorise la performance verbale au détriment de la profondeur émotionnelle. Freud a révélé dans ses travaux sur les mécanismes de défense que nous développons des stratégies inconscientes pour gérer l'anxiété sociale, et l'une des plus sophistiquées est ce qu'il appelait la formation réactionnelle, où nous transformons notre peur de parler en une posture de contrôle silencieux, comme si nous choisissions le silence par sagesse plutôt que par peur du jugement. Mais voici ce que personne ne te dit. Même cette stratégie défensive contient une vérité profonde, car le silence conscient est effectivement plus sage que le bavardage inconscient. Les personnes qui ont vraiment intégré leur intelligence conversationnelle ne parlent pas moins par stratégie, elles parlent moins parce qu'elles ont compris que les mots ont un poids, une responsabilité, une capacité à créer ou à détruire des mondes intérieurs. Adler a découvert à travers son travail clinique que derrière ce qu'il appelait le complexe d'infériorité se cache souvent une sensibilité supérieure, une capacité à percevoir les nuances que d'autres ne remarquent pas. Et cette hypersensibilité rend la communication superficielle, non seulement ennuyeuse, mais psychologiquement douloureuse. Quand tu ressens cette tension dans ta gorge avant de parler, ce n'est pas ton corps qui te bloque, c'est ton système nerveux qui évalue si l'espace conversationnel est suffisamment sûr pour que tu puisses te révéler sans trahir ta profondeur. Stephen Porges explique que notre nerf vague, ce régulateur central de notre système nerveux autonome, est constamment en train de scanner notre environnement social pour détecter les signaux de sécurité ou de menace, et que le silence peut être une réponse adaptative à un environnement perçu comme émotionnellement dangereux. Ce que tu as interprété toute ta vie comme une faiblesse conversationnelle était en réalité une intelligence somatique qui te protégeait de la déperdition énergétique que représente la communication inauthentique. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension. Tu n'as jamais été socialement déficient, tu as toujours été psychologiquement exigeant, et cette exigence est une forme de respect envers toi-même et envers l'acte sacré de la communication véritable. Les philosophes stoïciens comme Sénèque enseignaient que la sagesse se reconnaît d'abord dans la capacité à garder le silence, à ne pas remplir l'espace avec des mots qui n'ajoutent rien de substantiel à l'existence. Cette philosophie ancienne trouve une confirmation troublante dans les neurosciences modernes. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité, notre capacité à transformer notre cerveau, dépend de moments de silence intérieur où le réseau du mode par défaut peut intégrer les expériences et créer de nouvelles connexions neuronales. Quand tu parles constamment, tu empêches ton cerveau de faire ce travail d'intégration. Tu restes en surface de toi-même, et c'est cette vie en surface qui crée la sensation d'inauthenticité que tu ressens dans les conversations superficielles. Jung a révélé que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, nécessite des périodes de retrait, de silence, de descente dans les profondeurs de l'inconscient personnel et collectif, et que ceux qui n'honorent jamais ces moments de silence intérieur restent prisonniers de leur persona sociale, sans jamais rencontrer leur self véritable. La communication intelligente ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de la profondeur d'où tu parles. Et cette profondeur se cultive dans le silence, dans l'écoute de tes propres processus intérieurs, dans la capacité à rester présent à toi-même avant de chercher à te présenter aux autres. Mais voici ce qui devient vraiment troublant.
quand tu commences à observer les dynamiques conversationnelles avec cette nouvelle conscience. Les personnes qui parlent le plus sont souvent celles qui se connaissent le moins, car elles utilisent le flot verbal comme une fuite constante de leur intériorité. Freud appelait cela un mécanisme de défense par évitement, où le discours constant sert à ne pas affronter les pensées et émotions refoulées qui demandent à être reconnues. Daniel Siegel explique que l'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à coordonner différentes régions pour créer une cohérence psychologique, nécessite ce qu'il appelle la présence réflexive, une capacité à observer ses propres processus mentaux sans immédiatement réagir ou s'exprimer. Ceux qui ont développé cette présence réflexive parlent différemment. Ils laissent un espace entre l'impulsion et l'expression, un espace où la conscience peut transformer la réaction automatique en réponse intentionnelle. C'est cet espace qui fait toute la différence entre une communication réactive et une communication consciente, entre des mots qui jaillissent de l'anxiété et des mots qui émergent de la présence. Lisa Feldman Barrett a démontré dans ses recherches que notre cerveau construit nos émotions à travers des prédictions basées sur nos expériences passées, ce qui signifie que ta façon de parler est directement influencée par les patterns émotionnels que tu as intériorisés depuis l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'expression authentique était découragée ou punie, ton cerveau a appris à prédire que parler depuis ta vérité mènerait à des conséquences négatives, et cette prédiction continue à influencer ta communication même des décennies plus tard. L'intelligence conversationnelle commence donc par la conscience de ces patterns prédictifs, par la capacité à reconnaître quand tu parles depuis une peur ancienne, plutôt que depuis ta vérité présente. Attends de comprendre ce que cela révèle sur ta psyché profonde. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que de remplir l'espace avec des mots vides, tu es en train de refuser un pattern conditionné. Tu es en train de créer un nouvel espace neuronal où quelque chose de plus authentique peut émerger. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement. La transformation psychologique nécessite une rupture avec les automatismes, et cette rupture commence souvent par le silence, par le refus de continuer à fonctionner, selon les attentes sociales non questionnées. Ton malaise conversationnel n'était pas une pathologie à guérir, c'était un signal que quelque chose en toi refusait de continuer à jouer le jeu de la communication superficielle. Viktor Frankl disait que le sens émerge quand nous acceptons de vivre selon nos valeurs profondes plutôt que selon les attentes externes. Et cette vérité s'applique directement à la façon dont tu choisis de communiquer. Parler avec intelligence, ce n'est pas maîtriser des techniques rhétoriques, c'est développer une fidélité envers ta vérité intérieure, même quand cette fidélité crée de l'inconfort social. C'est accepter que certaines personnes ne comprendront jamais ta profondeur, que certains espaces conversationnels ne méritent pas ta participation, que ton silence peut être plus éloquent que 1000 mots prononcés depuis la peur d'être jugé. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux ici, quelque chose que nous allons explorer dans les profondeurs des mécanismes neurologiques qui déterminent qui tu perçois comme convaincant et pourquoi. Ce que ton interlocuteur capte en quelques centièmes de seconde, c'est la cohérence entre ton système nerveux et tes mots. Et cette cohérence ne peut jamais être simulée par des techniques de communication parce qu'elle dépend de ton niveau d'intégration psychologique profonde. Imagine ton cerveau comme un système complexe où différentes parties communiquent constamment entre elles. Ton amygdale qui détecte les menaces émotionnelles, ton cortex préfrontal qui régule les impulsions, ton insula qui traite les sensations corporelles, ton cortex singulaire antérieur qui résout les conflits internes. Quand tu parles depuis un état d'intégration, toutes ces régions sont alignées, créant ce que Daniel Siegel appelle une cohérence neuronale, qui se manifeste dans ta voix, ton rythme verbal, tes micro-expressions faciales. Matthew Lieberman a découvert que notre cerveau possède deux réseaux distincts, un réseau analytique qui traite l'information logique et un réseau social qui traite les informations relationnelles et émotionnelles.
Le plus fascinant, c'est que ces deux réseaux ne peuvent pas être pleinement actifs simultanément. Ce qui signifie que quand tu suranalyses ce que tu vas dire, tu déconnectes automatiquement de ta capacité à lire les signaux sociaux subtils de ton interlocuteur. Les personnes qui parlent avec intelligence naturelle ne sont pas en train de calculer leurs mots. Elles sont en train de raisonner avec leur interlocuteur à travers ce réseau social, créant une synchronisation neuronale inconsciente que Antonio Damasio appelle la résonance somatique. Ton corps ressent l'état émotionnel de l'autre avant que ton esprit conscient ne formule une pensée. Et c'est cette sensation corporelle qui devrait guider ta communication si tu ne la censurais pas par la suranalyse mentale. Voici ce que personne ne t'a jamais expliqué avec cette clarté. Ton cerveau détecte l'authenticité à travers des micro-signaux que tu ne contrôles pas consciemment, comme la dilatation de tes pupilles, les micro-tremblements dans ta voix, la synchronisation de ton rythme respiratoire avec celui de ton interlocuteur, la cohérence entre tes mots et tes expressions faciales qui apparaissent et disparaissent en quelques millisecondes. Stephen Porges révèle que notre système nerveux autonome communique directement avec celui de nos interlocuteurs à travers ce qu'il appelle la neuroception, une évaluation inconsciente et automatique de la sécurité ou de la menace dans chaque interaction sociale. Quand tu parles depuis un état de régulation neuronale où ton système nerveux parasympathique ventral est activé, tu envoies automatiquement des signaux de sécurité qui permettent à ton interlocuteur de se détendre et de s'ouvrir. Mais quand tu parles depuis l'anxiété, depuis l'activation de ton système sympathique ou de ton parasympathique dorsal, ton interlocuteur capte ces signaux de stress au niveau somatique et se ferme inconsciemment, même si tes mots semblent parfaitement logiques et bien construits. C'est pourquoi tu peux rencontrer des personnes qui disent exactement ce qu'il faut dire, mais qui te donnent une sensation d'inauthenticité, car leur système nerveux trahit une incohérence entre leurs mots et leur état neurobiologique réel. Joseph Ledoux a démontré que notre amygdale, ce centre de traitement émotionnel ancien dans notre cerveau, évalue les menaces sociales aussi rapidement que les menaces physiques en quelques centièmes de seconde, bien avant que notre cortex préfrontal ne puisse analyser rationnellement la situation. Jung a découvert quelque chose de profondément troublant sur la communication humaine. Nous ne parlons jamais seulement depuis notre conscience, nous parlons aussi depuis nos complexes inconscients, ces constellations psychiques chargées émotionnellement, qui se sont formées à travers nos expériences traumatiques ou conflictuelles. Chaque complexe a sa propre voix, sa propre façon de parler, et quand un complexe est activé, il peut littéralement prendre le contrôle de ta communication sans que tu en sois pleinement conscient. C'est pourquoi tu peux parfois te retrouver à dire des choses que tu regrettes immédiatement, ou à réagir de manière disproportionnée à des situations qui ne justifient pas une telle intensité émotionnelle. Ce que ton interlocuteur détecte inconsciemment, c'est si tu parles depuis ton self intégré ou depuis un complexe activé, et cette détection se fait à travers les micro-variations dans ton ton, ton rythme, ton énergie verbale. Freud appelait cela le retour du refoulé, cette façon dont notre inconscient trouve toujours un moyen de s'exprimer à travers les lapsus, les actes manqués, les choix de mots apparemment innocents qui révèlent nos conflits intérieurs. Lisa Feldman-Barrett explique que notre cerveau construit nos perceptions et nos communications à travers des prédictions basées sur nos expériences passées, ce qui signifie que quand tu parles, ton cerveau est déjà en train de prédire comment ton interlocuteur va réagir, et cette prédiction influence inconsciemment le ton et le contenu de ce que tu dis. Si tu as appris dans ton enfance que l'expression de certaines émotions menait au rejet ou à la punition, ton cerveau prédit que parler authentiquement sera dangereux, et cette prédiction crée une tension physique que ton interlocuteur ressent comme de l'inauthenticité. La vraie persuasion ne se produit pas au niveau des arguments logiques. Elle se produit au niveau de la résonance neuronale quand ton système nerveux communique à celui de ton interlocuteur que tu es en état de cohérence interne, que tes mots émergent d'une vérité profonde plutôt que d'une stratégie calculée.
Antonio Damasio a révélé que les émotions ne sont pas des réactions irrationnelles à éliminer de la communication. Elles sont des processus fondamentaux qui guident chaque décision et chaque interaction, et que les personnes qui ont perdu leur capacité à ressentir des émotions perdent simultanément leur capacité à communiquer de manière convaincante. C'est ce qu'il appelle l'hypothèse des marqueurs somatiques. Chaque expérience importante dans ta vie crée une empreinte émotionnelle dans ton corps, et ces empreintes guident inconsciemment tes décisions et tes communications futures. Quand tu parles, ton corps se souvient de toutes les fois où parler a été dangereux ou sûr, récompensé ou puni, et ces mémoires somatiques influencent la qualité de ta présence conversationnelle. Adler a découvert que derrière ce qu'il appelait le complexe d'infériorité se cache souvent une stratégie de compensation, où nous développons une excellence dans certains domaines pour masquer notre sentiment d'inadéquation dans d'autres. Si tu as développé une anxiété conversationnelle, c'est peut-être parce que tu as compensé en devenant excellent dans l'analyse silencieuse, dans l'observation profonde, dans la compréhension nuancée des dynamiques sociales. Et cette excellence silencieuse est devenue si développée qu'elle rend la communication superficielle non seulement difficile, mais existentiellement insatisfaisante. Mais voici ce que les neurosciences révèlent de plus fascinant. Ton cerveau est capable de détecter en quelques centièmes de seconde si la personne en face de toi parle depuis son cortex préfrontal ou depuis ses structures limbiques profondes. Et cette détection se fait à travers des canaux de communication que tu ne contrôles pas consciemment. Richard Davidson a prouvé que les personnes qui ont développé une pratique de présence consciente, comme la méditation ou la contemplation profonde, montrent une activation différente de leur cortex préfrontal gauche, associée à des émotions positives et à une plus grande résilience émotionnelle, et que cette activation se transmet littéralement dans leur façon de parler et d'interagir. Quand quelqu'un parle depuis cet état de régulation neuronale, son interlocuteur ressent une sensation de calme et de sécurité qui n'a rien à voir avec le contenu logique de ce qui est dit, mais tout à voir avec l'état neurobiologique depuis lequel c'est dit. Jean-Pierre Changeux explique que la conscience n'est pas un phénomène localisé dans une région spécifique du cerveau, mais un phénomène émergent qui résulte de la synchronisation de millions de neurones à travers différentes régions cérébrales. Quand tu parles depuis un état de conscience intégré, cette synchronisation se manifeste dans la cohérence de ta communication, créant une sensation d'authenticité que ton interlocuteur capte immédiatement, même s'il ne peut pas l'expliquer rationnellement. C'est là que Freud a découvert quelque chose de profondément dérangeant sur la nature humaine. Nous sommes tous en train de projeter inconsciemment nos conflits intérieurs sur nos interlocuteurs, et ces projections déterminent largement comment nous interprétons ce qu'ils disent et qui nous percevons comme convaincants ou non. L'ombre n'est pas ce que tu caches aux autres, c'est ce que tu te refuses à toi-même dans chaque conversation. Et c'est cette dissociation interne que ton interlocuteur ressent comme une fracture dans ton authenticité. Jung a passé des décennies à explorer ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de notre psyché qui contient tous les aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés, niés ou rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter au monde. Mais voici ce que peu de personnes comprennent vraiment. L'ombre ne contient pas seulement nos aspects négatifs, elle contient aussi notre potentiel inexploité, nos désirs authentiques, notre créativité sauvage, tout ce que nous avons dû sacrifier pour être acceptés socialement. Quand tu parles sans avoir intégré ton ombre, tu parles depuis une version édulcorée de toi-même, une version qui a été formatée pour plaire aux autres plutôt que pour exprimer ta vérité. Cette version édulcorée peut sembler acceptable socialement, mais elle manque de cette vitalité, de cette présence magnétique qui caractérise ceux qui ont fait la paix avec leurs contradictions internes. Freud a révélé que nous développons des mécanismes de défense sophistiqués pour éviter de confronter les aspects de nous-mêmes qui créent de l'anxiété. Et l'un des plus courants est ce qu'il appelait le refoulement,
où nous bannissons certaines pensées, émotions ou désirs de notre conscience pour maintenir une image de nous-mêmes acceptable. Mais le refoulé ne disparaît jamais vraiment. Il continue à influencer notre comportement depuis l'inconscient, se manifestant dans nos lapsus verbaux, dans nos choix de mots involontaires, dans les émotions disproportionnées qui surgissent dans certaines conversations. Ce qui rend la communication si complexe psychologiquement, c'est que tu ne parles jamais seulement à la personne en face de toi. Tu parles aussi aux figures parentales intériorisées, aux expériences traumatiques non résolues, aux complexes inconscients qui ont été formés à travers des années de conditionnement social et familial. Daniel Siegel explique que notre cerveau stocke nos expériences relationnelles précoces comme des modèles internes opérants qui influencent toutes nos interactions futures, ce qu'il appelle les modèles d'attachement. Si tu as développé un attachement insécure dans ton enfance, où l'expression de tes besoins émotionnels était ignorée ou rejetée, ton cerveau a appris que parler depuis ta vulnérabilité mènerait à l'abandon ou à la honte. Cette prédiction continue à opérer à l'âge adulte, créant une anxiété conversationnelle qui n'a rien à voir avec la situation présente, mais tout à voir avec les blessures du passé qui n'ont jamais été guéries. Jung appelait cela la projection. Nous voyons dans nos interlocuteurs actuels les figures de notre passé et nous réagissons à ces projections plutôt qu'à la personne réelle en face de nous. Camus affirmait que la lucidité face à l'absurde de l'existence nécessite une honnêteté brutale envers soi-même, une capacité à reconnaître nos contradictions sans chercher à les rationaliser ou à les justifier. Cette honnêteté existentielle est la fondation de toute communication authentique, car elle nous permet de parler depuis notre vérité complexe, plutôt que depuis l'image simplifiée que nous voulons projeter. Ceux qui parlent intelligemment ne sont pas ceux qui ont éliminé leur ombre, ce sont ceux qui ont développé une relation consciente avec elle, qui peuvent reconnaître quand leurs complexes sont activés sans être complètement identifiés à eux. Lisa Feldman Barrett a démontré que nos émotions ne sont pas des réactions automatiques déclenchées par des événements externes, mais des constructions actives que notre cerveau crée à partir de prédictions basées sur nos expériences passées. Quand tu comprends ce mécanisme, tu réalises que ton anxiété conversationnelle n'est pas causée par la situation présente, mais par les prédictions que ton cerveau fait sur ce qui pourrait se passer si tu parles authentiquement. Boris Cyrulnik révèle que la résilience psychologique dépend de notre capacité à créer une narration cohérente de nos expériences, à transformer le trauma en récit qui donne du sens à la souffrance. Cette capacité narrative est au cœur de l'intelligence conversationnelle. Ceux qui parlent avec profondeur sont ceux qui ont fait le travail intérieur de comprendre leur propre histoire, d'intégrer leurs blessures, de transformer leur traumatisme en sagesse. Ils ne parlent pas depuis la performance ou l'anxiété, ils parlent depuis une profondeur qui a été gagnée à travers la souffrance consciemment traversée et intégrée. Adler a découvert que ce qu'il appelait la lutte pour la supériorité n'est pas nécessairement une quête de domination sur les autres, mais souvent une tentative de dépasser notre propre sentiment d'infériorité, de devenir la version la plus complète de nous-mêmes. Cette lutte se manifeste dans la communication. Certains cherchent à parler pour dominer ou impressionner, tandis que d'autres cherchent à parler pour exprimer leur vérité, même si cette vérité les rend vulnérables. Il y a une différence fondamentale entre parler depuis ton ego et parler depuis ton self, et cette différence se ressent immédiatement dans la qualité de ta présence conversationnelle. L'ego cherche à se protéger, à se défendre, à prouver sa valeur à travers les mots, créant une communication défensive qui repousse l'intimité véritable. Le self, en revanche, n'a rien à prouver, il peut simplement être présent à ce qui est, exprimer ce qui demande à être exprimé sans attachement à la réaction de l'autre. Jung expliquait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, nécessite une confrontation courageuse avec notre ombre, une acceptation de nos contradictions, une intégration de tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes.
Cette intégration transforme radicalement notre façon de communiquer, car nous n'avons plus besoin de maintenir une façade parfaite. Nous pouvons parler depuis notre humanité complexe et imparfaite. Stanislas Dehaene a découvert que la conscience nécessite une forme d'attention sélective, une capacité à focaliser notre esprit sur certains contenus mentaux, tout en ignorant d'autres. Quand tu parles de manière authentique, tu diriges consciemment ton attention vers ce qui est vraiment important pour toi, plutôt que de te laisser distraire par l'anxiété sociale ou le besoin d'approbation. Cette attention consciente crée une qualité de présence que les autres ressentent comme magnétique, car elle est si rare dans un monde où la plupart des gens parlent en pilote automatique, répétant des phrases apprises sans vraiment habiter leurs mots. Attends de comprendre ce que cela signifie vraiment pour ta vie quotidienne. Chaque conversation devient une opportunité d'intégrer ton ombre, de reconnaître les moments où tu parles depuis la peur plutôt que depuis la vérité, de choisir consciemment de dire ce qui doit être dit, même si cela crée de l'inconfort. Cette pratique n'est pas confortable. Elle nécessite un courage existentiel que Sénèque aurait reconnu comme la vertu stoïcienne par excellence, la capacité à rester fidèle à sa vérité intérieure face à la pression externe. Mais c'est précisément cette fidélité qui crée une présence conversationnelle authentique, une façon de parler qui attire naturellement ceux qui cherchent la profondeur plutôt que la superficialité. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Quand tu intègres des aspects refoulés de ta psyché, ton cerveau crée de nouvelles connexions neuronales qui augmentent ta flexibilité cognitive et émotionnelle. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer, est particulièrement active lors de moments de prise de conscience émotionnelle profonde, comme quand tu reconnais un pattern inconscient qui a gouverné ton comportement pendant des années. Ces moments de conscience sont des opportunités d'évolution psychologique, des portes vers une version plus intégrée de toi-même qui peut communiquer depuis un espace intérieur beaucoup plus vaste et authentique. Et c'est là que tout change, quand tu réalises que parler intelligemment n'a jamais été une question de technique, mais toujours une question d'intégrité psychologique, une question de devenir suffisamment courageux pour permettre à ta vérité complexe de s'exprimer même dans un monde qui préfère la simplicité rassurante du mensonge collectif. Tes mots les plus persuasifs ne sont jamais ceux qui argumentent, mais ceux qui touchent une vérité que l'autre reconnaît déjà en lui, et cette reconnaissance ne se produit pas au niveau du raisonnement logique, mais au niveau de la résonance émotionnelle profonde. Pense au moment où quelqu'un t'a dit quelque chose qui a complètement transformé ta compréhension de toi-même, quelque chose qui a résonné si profondément que tu as ressenti cette sensation physique de vérité, comme si ton corps reconnaissait quelque chose que ton esprit conscient n'avait jamais formulé. Cette résonance ne se produit pas par accident. Elle se produit quand quelqu'un parle depuis un niveau de conscience suffisamment profond pour toucher les structures universelles de l'expérience humaine, ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Joseph Ledoux a découvert que notre cerveau possède deux circuits distincts pour traiter l'information. Un circuit rapide qui passe directement par l'amygdale et déclenche des réactions émotionnelles immédiates, et un circuit lent qui passe par le cortex préfrontal et permet une analyse rationnelle. La vraie persuasion contourne le circuit lent et parle directement au circuit rapide, créant une résonance émotionnelle avant même que l'analyse rationnelle ne commence. C'est pourquoi les personnes les plus convaincantes ne sont pas nécessairement celles qui ont les arguments les plus logiques, mais celles qui peuvent créer une connexion émotionnelle authentique qui rend leurs interlocuteurs réceptifs à ce qu'elles ont à dire. Antonio Damasio a révélé quelque chose de fondamental sur la nature de la conscience et de la communication. Nos décisions et nos communications ne sont jamais purement rationnelles. Elles sont toujours influencées par ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, ces sensations corporelles qui encodent notre mémoire émotionnelle de situations similaires dans le passé. Quand tu écoutes quelqu'un parler, ton corps réagit avant ton esprit, créant des sensations de confort ou d'inconfort qui influencent si tu trouves la personne convaincante ou non.
Ces marqueurs somatiques sont formés à travers tes expériences de vie, particulièrement tes expériences relationnelles précoces qui ont créé des patterns d'attachement profonds dans ton système nerveux. Si tu as grandi avec des figures parentales qui étaient authentiques dans leur communication, ton corps a appris à reconnaître et à valoriser l'authenticité chez les autres. Mais si tu as grandi avec des figures parentales qui disaient une chose et en faisaient une autre, ton corps a appris à être méfiant, à chercher les incohérences entre les mots et les actions. Et cette vigilance se manifeste dans tes interactions adultes comme une capacité à détecter l'inauthenticité instantanément. Freud appelait cela le transfert. Nous transférons inconsciemment nos patterns relationnels anciens sur nos relations présentes, réagissant aux personnes actuelles comme si elles étaient les figures significatives de notre passé. Ce mécanisme influence profondément qui nous trouvons convaincants, car nous sommes naturellement attirés par des personnes dont le style de communication résonne avec nos expériences relationnelles formatrices, même si ces expériences étaient dysfonctionnelles. Adler a découvert que derrière chaque communication se cache ce qu'il appelait une finalité fictive, un but inconscient qui guide notre comportement sans que nous en soyons pleinement conscients. Pour certains, ce but est de prouver leur valeur. Pour d'autres, c'est d'éviter le rejet. Pour d'autres encore, c'est de maintenir le contrôle ou de créer de la connexion. Ces buts inconscients se manifestent dans la tonalité émotionnelle de notre communication. Quelqu'un qui parle depuis le besoin de prouver sa valeur aura une énergie défensive, même quand il parle de sujets neutres, tandis que quelqu'un qui parle depuis un désir authentique de connexion aura une ouverture émotionnelle que les autres ressentent comme invitante. Stephen Porges explique que notre système nerveux autonome communique ses intentions inconscientes à travers ce qu'il appelle la prosodie vocale, les micro-variations dans le ton, le rythme et la mélodie de notre voix, qui transmettent notre état émotionnel réel, indépendamment du contenu de nos mots. Ton système nerveux vagal module ta voix de manière inconsciente, créant une prosodie qui signale soit la sécurité et l'ouverture, soit le stress et la fermeture. Les personnes qui parlent de manière convaincante ne sont pas celles qui contrôlent parfaitement leur voix, ce sont celles dont le système nerveux est réellement régulé, créant naturellement une prosodie qui invite à la connexion plutôt qu'à la défense. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un en simulant l'authenticité, car son système nerveux détectera l'incohérence entre tes mots et ton état neurobiologique réel. La seule façon de devenir véritablement convaincant est de faire le travail intérieur d'intégration psychologique, de régulation émotionnelle, de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Richard Davidson a prouvé que ce travail intérieur transforme littéralement la structure de ton cerveau, augmentant l'activation de ton cortex préfrontal gauche associé aux émotions positives et à la résilience, tout en réduisant la réactivité de ton amygdale face aux situations stressantes. Ces changements neurologiques se manifestent directement dans ta communication. Tu deviens moins réactif, plus présent, capable de rester connecté à toi-même même dans des conversations difficiles. Viktor Frankl disait que le sens ne peut pas être donné de l'extérieur, il doit être découvert à l'intérieur, et cette vérité s'applique directement à la persuasion. Tu ne peux pas imposer ton sens à quelqu'un d'autre, tu peux seulement créer l'espace où l'autre peut découvrir son propre sens, sa propre vérité qui résonne avec ce que tu partages. Cette approche transforme complètement la dynamique de la communication, de la manipulation vers la co-création de signification, de la performance vers la présence authentique. Matthew Lieberman montre que notre cerveau social est constamment en train de créer des théories sur les états mentaux des autres, un processus qu'il appelle la mentalisation. Quand quelqu'un parle, tu n'entends pas seulement ses mots, tu construis activement une compréhension de ses intentions, de ses émotions, de ses croyances sous-jacentes. Cette construction est influencée par tes propres expériences, tes projections,
tes patterns d'attachement, créant une complexité où la communication n'est jamais un simple transfert d'informations, mais toujours une co-création de sens entre deux psychés. Les personnes qui comprennent cette complexité parlent différemment. Elles ne cherchent pas simplement à transmettre un message, mais à créer une expérience partagée de compréhension, reconnaissant que ce que leur interlocuteur entend est toujours filtré à travers son propre monde intérieur unique. Daniel Siegel explique que la véritable connexion humaine se produit quand deux systèmes nerveux se synchronisent, créant ce qu'il appelle la résonance neuronale. Cette synchronisation ne peut pas être forcée par la volonté. Elle émerge naturellement quand deux personnes sont présentes l'une à l'autre, ouvertes à l'expérience partagée plutôt que défendues dans leurs positions respectives. C'est cette résonance qui fait qu'une conversation peut se sentir profondément satisfaisante, même si peu d'informations factuelles est échangées, car la satisfaction vient de la connexion émotionnelle et de la synchronisation neuronale plutôt que du contenu intellectuel. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement. La persuasion véritable ne se produit pas au niveau du contenu, mais au niveau de la relation, non pas à travers ce que tu dis, mais à travers qui tu es quand tu le dis. Lisa Feldman-Barrett explique que nos cerveaux construisent nos émotions à travers un processus prédictif où nous utilisons nos expériences passées pour interpréter nos sensations corporelles présentes. Quand quelqu'un te parle, ton corps réagit avec des sensations subtiles et ton cerveau interprète ces sensations comme de la confiance ou de la méfiance, de l'attraction ou du rejet, de la sécurité ou de la menace. Ces interprétations sont largement inconscientes et se produisent bien avant que tu puisses analyser rationnellement ce qui est dit. C'est pourquoi tu peux sortir d'une conversation en te sentant inspiré ou drainé sans pouvoir expliquer exactement pourquoi, car la qualité de l'expérience était déterminée par ces échanges neurobiologiques subtils plutôt que par le contenu explicite de la discussion. Combien de fois as-tu ressenti cette dissonance étrange entre ce que quelqu'un disait et ce que tu ressentais en sa présence, comme si ton corps captait quelque chose que ton esprit ne pouvait pas articuler? Cette dissonance est ton système nerveux qui détecte une incohérence entre les mots de la personne et son état émotionnel réel, et cette détection est beaucoup plus fiable que n'importe quelle analyse rationnelle parce qu'elle se base sur des millions d'années d'évolution qui ont perfectionné notre capacité à lire les signaux sociaux subtils pour survivre. Quand tu parles depuis ta présence plutôt que depuis ton anxiété, ton interlocuteur ressent quelque chose qu'aucune technique ne peut simuler. Il ressent que tu es vraiment là, présent à lui et à toi-même simultanément, créant un espace de rencontre authentique plutôt qu'un échange transactionnel de paroles. La présence n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es quand tu arrêtes de faire, quand tu lâches le besoin de contrôler, d'impressionner, de performer, et que tu permets simplement à ta conscience d'habiter pleinement le moment présent. Stanislas Dehaene a découvert que la conscience nécessite une forme d'espace de travail global dans le cerveau où différentes informations sont intégrées et rendues disponibles pour l'introspection et la communication. Quand tu es présent, cet espace de travail est ouvert et flexible, permettant à l'information de circuler librement entre différentes régions cérébrales. Mais quand tu es anxieux ou défensif, cet espace se contracte, se focalisant de manière rigide sur la menace perçue et empêchant l'accès aux ressources cognitives et émotionnelles plus larges qui rendraient ta communication fluide et authentique. Jung expliquait que l'individuation nécessite ce qu'il appelait la fonction transcendante, une capacité à tenir les tensions entre les opposés, à rester présent à la complexité sans se précipiter vers une résolution simpliste. Cette capacité se manifeste dans la communication comme une tolérance à l'ambiguïté, une capacité à explorer des idées contradictoires sans se sentir menacé, à reconnaître que la vérité est souvent paradoxale et ne peut pas être capturée dans des formules simples. Daniel Siegel explique que la présence relationnelle dépend de ce qu'il appelle l'intégration, une coordination flexible de différentes parties de notre système nerveux et de notre psyché.
Quand tu es intégré, ton corps, ton cœur et ton esprit travaillent ensemble, harmonieusement, créant une cohérence qui se manifeste dans chaque aspect de ta communication. Cette intégration n'est pas un état permanent que tu atteins une fois pour toutes. C'est un processus dynamique qui nécessite une attention consciente continue, une capacité à remarquer quand tu te fragmentes sous le stress et à revenir intentionnellement à un état de cohérence. Marc Aurèle enseignait que la sagesse stoïcienne consiste à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et à investir notre énergie uniquement dans ce premier domaine. Cette sagesse s'applique directement à la communication. Tu ne peux pas contrôler comment les autres reçoivent tes mots, mais tu peux contrôler la qualité de présence depuis laquelle tu parles. Quand tu lâches l'attachement au résultat et que tu te concentres sur l'authenticité de ton expression, tu libères une énergie qui était auparavant consumée par l'anxiété de performance. Cette libération crée paradoxalement une communication plus efficace, car tu deviens plus spontané, plus créatif, plus capable de répondre de manière appropriée à ce qui émerge dans le moment présent, plutôt que de suivre un script préconçu dans ta tête. Boris Cyrulnik révèle que la résilience psychologique dépend de notre capacité à créer ce qu'il appelle des attachements sécurisants, des relations où nous pouvons être pleinement nous-mêmes, sans crainte de jugement ou de rejet. Ces expériences d'acceptation inconditionnelle créent une base neurobiologique de sécurité qui nous permet ensuite de communiquer depuis un espace de confiance plutôt que de peur. Si tu n'as jamais eu ces expériences dans ton enfance, tu peux les créer à l'âge adulte à travers des relations thérapeutiques, des amitiés profondes, ou même à travers un travail intérieur de développement de ce que les psychologues appellent l'autocompassion, une capacité à te traiter toi-même avec la gentillesse et la compréhension que tu aurais aimé recevoir de tes figures parentales. Cette autocompassion transforme radicalement ta communication, car tu n'as plus besoin de chercher validation à l'extérieur. Tu peux parler depuis un espace intérieur déjà sécurisé et accepté. Adler disait que le sentiment d'infériorité n'est pas en soi un problème. C'est ce que nous en faisons qui détermine notre trajectoire psychologique. Certains compensent par l'arrogance ou la domination, cherchant à prouver leur supériorité à travers une communication agressive ou manipulatrice. D'autres acceptent leur vulnérabilité fondamentale et développent ce qu'Adler appelait le sentiment communautaire, une capacité à se connecter aux autres depuis une reconnaissance partagée de notre humanité imparfaite et interdépendante. Cette seconde voie crée une communication basée sur l'empathie authentique plutôt que sur la compétition, sur la collaboration plutôt que sur la domination. Il se passe quelque chose de profondément transformateur quand tu arrêtes de voir la communication comme une performance à réussir et que tu commences à la voir comme une opportunité de connexion authentique, comme un espace sacré où deux êtres humains peuvent se rencontrer dans leur vulnérabilité partagée et leur recherche commune de sens. Viktor Frankl disait que le sens ne se trouve pas dans le plaisir ou le pouvoir, mais dans les moments où nous transcendons notre égocentrisme pour nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit une cause, une relation ou une vérité qui demande à être exprimée. Cette transcendance transforme la qualité de ta présence conversationnelle, car tu ne parles plus depuis le besoin de valider ton ego, mais depuis le désir de servir quelque chose de plus profond, de partager une vérité qui pourrait être utile à l'autre dans son propre voyage existentiel. Cette intention transforme tout. Ton ton devient plus authentique. Tes mots deviennent plus précis, ta présence devient plus magnétique, car les autres ressentent inconsciemment que tu n'es pas en train d'utiliser la conversation pour satisfaire tes besoins narcissiques, mais pour créer une expérience partagée de profondeur et de sens. Et c'est là que Jung a découvert une vérité qui va complètement transformer ta compréhension de ce qui rend certaines personnes irrésistiblement convaincantes dans leur façon de communiquer. Les mots les plus puissants ne sont jamais calculés. Ils émergent d'une profondeur que tu ne contrôles pas consciemment, d'un espace intérieur où le silence a eu le temps de distiller l'expérience en sagesse.
Pense à ces moments où tu as dit quelque chose qui t'a surpris toi-même, où des mots ont émergé de ta bouche avec une justesse et une puissance que tu ne savais pas posséder, comme si quelque chose de plus profond que ton ego conscient s'était exprimé à travers toi. Jung appelait cela l'émergence du self, cette instance psychique plus large que l'ego qui contient la totalité de notre potentiel psychologique et spirituel. Quand tu parles depuis le self plutôt que depuis l'ego, tes mots portent un poids différent, une autorité qui ne vient pas de la position sociale ou du volume vocal, mais de la profondeur intérieure, de la connexion à quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Viktor Frankl disait que la logothérapie, sa méthode psychothérapeutique, ne consistait pas à donner du sens au patient, mais à l'aider à découvrir le sens qui était déjà là, attendant d'être reconnu. Cette approche s'applique directement à la communication. Les mots les plus transformateurs ne sont pas ceux qui imposent une vérité extérieure, mais ceux qui aident l'autre à reconnaître une vérité qu'il portait déjà inconsciemment en lui. Ce n'est pas le silence qui te vide, c'est le bruit mental qui t'épuise, cette cacophonie incessante de jugements, de doutes, de stratégies conversationnelles qui t'empêchent d'accéder à la source tranquille d'où émergent les mots authentiques. Les recherches en neurosciences révèlent que notre cerveau possède ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, un ensemble de régions qui s'activent quand nous ne sommes pas focalisés sur une tâche externe spécifique. Ce réseau est associé à l'introspection, à la créativité, à la capacité à imaginer des perspectives alternatives, mais il est constamment interrompu dans notre monde moderne, saturé de stimulation. Quand tu cultives des moments de silence intérieur, soit à travers la méditation, soit simplement en te permettant des pauses sans distraction, tu donnes à ce réseau l'espace nécessaire pour faire son travail d'intégration, de consolidation des expériences, de création de nouvelles connexions entre des idées apparemment disparates. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau est essentiellement une machine à faire des prédictions, constamment en train d'anticiper ce qui va se passer ensuite, basé sur ce qui s'est passé avant. Quand tu parles de manière calculée, en essayant de contrôler chaque mot, tu forces ton cerveau dans un mode prédictif rigide qui limite ta spontanéité et ton authenticité. Mais quand tu lâches ce contrôle et que tu permets aux mots d'émerger depuis un espace plus profond, ton cerveau peut accéder à un mode prédictif plus flexible et créatif, trouvant des formulations et des connexions que ton esprit conscient n'aurait jamais planifiées. Freud a découvert que la méthode psychanalytique de l'association libre, où le patient est invité à dire tout ce qui lui vient à l'esprit sans censure, révèle souvent des vérités profondes que la pensée rationnelle ne peut pas atteindre. Cette méthode reconnaît que l'inconscient a sa propre logique, sa propre sagesse, qui émerge quand nous cessons de surcontrôler notre expression. Tu as peut-être remarqué que tes conversations les plus satisfaisantes ne sont pas celles où tu as le mieux suivi un plan mental, mais celles où tu t'es senti suffisamment en sécurité pour laisser la conversation évoluer organiquement, suivant le fil de l'intérêt mutuel plutôt qu'un agenda préconçu. Cette spontanéité n'est pas le résultat de l'absence de préparation. C'est le résultat d'une préparation si profonde qu'elle est devenue inconsciente, intégrée dans ta façon d'être plutôt que stockée comme un script à suivre. Richard Davidson a prouvé que les personnes qui pratiquent régulièrement la présence consciente développent une plus grande activation de leur cortex préfrontal gauche, associée non seulement aux émotions positives, mais aussi à la flexibilité cognitive et à la créativité. Cette flexibilité se manifeste dans la communication comme une capacité à improviser, à trouver le mot juste dans le moment présent, à répondre de manière appropriée à ce qui émerge, plutôt que de forcer une réponse préparée qui ne correspond pas au contexte réel. Sénèque enseignait que la sagesse stoïcienne ne consiste pas à éviter les émotions, mais à les comprendre, à reconnaître quelles émotions sont appropriées à la situation et lesquelles sont des réactions exagérées basées sur des jugements erronés. Cette discrimination émotionnelle est essentielle pour une communication sage,
Tu dois être capable de distinguer quand ton inconfort conversationnel vient d'une véritable incompatibilité avec l'espace ou la personne, et quand il vient simplement de tes patterns anxieux habituels qui s'activent automatiquement. Joseph Ledoux explique que notre amygdale crée des mémoires émotionnelles extrêmement durables qui peuvent être déclenchées par des stimuli présents qui ressemblent même vaguement à des situations traumatiques passées. Si tu as vécu des expériences où parler authentiquement a mené à la honte ou au rejet, ton amygdale a encodé cette association et maintenant, elle déclenche automatiquement une réaction de stress chaque fois que tu envisages de t'exprimer vulnérablement. Comprendre ce mécanisme te permet de reconnaître que ton anxiété conversationnelle n'est pas une réponse à la situation présente, mais une réaction à des menaces passées qui ne sont plus actuelles. Cette reconnaissance crée un espace où tu peux choisir consciemment de répondre différemment, de ne pas laisser ton passé déterminer ton présent. Jung parlait de la fonction transcendante, comme de la capacité à créer une synthèse entre des opposés psychologiques, à trouver une troisième voie qui transcende la polarité entre deux positions apparemment contradictoires. Cette capacité est particulièrement importante dans la communication, où nous devons constamment naviguer entre l'expression de notre vérité et la considération de l'impact sur l'autre, entre l'authenticité et la compassion, entre la spontanéité et la réflexion. Les personnes qui ont développé cette fonction transcendante peuvent parler de manière à la fois honnête et gentille, directe et sensible, confiante et humble. Antonio Damasio révèle que cette intégration des opposés n'est pas qu'un concept psychologique abstrait, c'est un processus neurobiologique concret qui implique la coordination entre différentes régions cérébrales. Le cortex préfrontal ventromédian qui intègre les signaux émotionnels dans la prise de décision, l'insula qui traite les sensations corporelles, le cortex cingulaire antérieur qui détecte les conflits et régule l'attention. Quand ces régions travaillent ensemble harmonieusement, tu peux accéder simultanément à ta sagesse émotionnelle et à ta clarté cognitive, créant une communication qui est à la fois profonde et précise, touchante et intelligente. Il y a une différence fondamentale entre le silence qui vient de la peur et le silence qui vient de la plénitude, et cette différence se ressent immédiatement dans ta présence. Le silence anxieux crée une tension dans l'espace, un vide inconfortable que les autres ressentent comme une invitation à remplir l'espace avec du bruit. Mais le silence plein, le silence qui émerge d'une présence centrée, crée un espace de calme qui invite les autres à ralentir, à se connecter à leur propre profondeur. Stephen Porges explique que notre système nerveux ventral vagal, associé à l'engagement social et à la connexion, ne peut fonctionner optimalement que quand nous nous sentons en sécurité. Quand tu cultives un silence intérieur, quand tu ne te forces pas à parler depuis l'anxiété, mais que tu permets aux mots d'émerger depuis un espace régulé, ton système nerveux envoie des signaux de sécurité à travers ta prosodie vocale, tes expressions faciales, ton langage corporel, et ces signaux créent inconsciemment un sentiment de sécurité chez ton interlocuteur. Cette co-régulation neuronale est la base de toute communication transformatrice, car les gens ne peuvent s'ouvrir et se transformer que quand ils se sentent suffisamment en sécurité pour lâcher leurs défenses habituelles. Combien de ces patterns as-tu reconnu dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de combien de ces mécanismes inconscients influencent ta façon de communiquer, sans que tu en aies jamais été pleinement conscient. Camus affirmait que l'absurde naît de la confrontation entre notre besoin humain de sens et l'indifférence fondamentale de l'univers, et que la liberté authentique émerge quand nous acceptons cette condition plutôt que de la fuir dans des illusions rassurantes. Cette lucidité existentielle transforme radicalement la communication, car elle nous libère du besoin de prétendre, de maintenir des façades, de participer au jeu psychologique collectif qui donne une apparence de sens sans jamais toucher la vérité de notre condition. Quand tu parles depuis cette lucidité, tu n'as plus rien à perdre,
car tu as déjà accepté la fragilité fondamentale de l'existence humaine, et cette acceptation crée paradoxalement une forme de pouvoir conversationnel, une capacité à dire des vérités difficiles sans être écrasé par l'anxiété de la réaction de l'autre. Daniel Siegel explique que ce qu'il appelle la mentalisation, cette capacité à comprendre que les autres ont des états mentaux distincts des nôtres, est essentielle pour une communication mature. Quand tu peux reconnaître que ton interlocuteur a son propre monde intérieur complexe, ses propres peurs et désirs qui n'ont rien à voir avec toi, tu deviens moins réactif à ses réponses, moins attaché à le convaincre ou à le changer. Et cette détente crée ironiquement une communication plus efficace car moins chargée d'anxiété et de manipulation. L'intelligence conversationnelle est la capacité de ne pas trahir sa profondeur pour rassurer la superficialité des autres, de reconnaître que certains espaces et certaines personnes ne méritent tout simplement pas ta participation verbale complète. Cette discrimination n'est pas de l'arrogance, c'est une forme de respect de soi, une reconnaissance que ton énergie conversationnelle est précieuse et doit être investie là où elle peut créer une véritable résonance plutôt que dispersée dans des échanges vides qui te laissent t'épuiser et déconnecter de toi-même. Jung disait que l'individuation nécessite souvent une séparation psychologique d'avec le collectif, un courage de suivre son propre chemin même quand cela crée de l'incompréhension ou de l'isolement. Cette séparation se manifeste dans la communication comme une capacité à tolérer le fait que certaines personnes ne te comprendront jamais, que ton niveau de profondeur psychologique est tout simplement incompatible avec leur fonctionnement en surface, et que cette incompatibilité n'est la faute de personne, mais simplement un fait de la diversité des niveaux de conscience humaine. Adler parlait du courage d'être imparfait. Cette capacité à s'accepter avec ses limitations et ses contradictions, plutôt que de chercher constamment à projeter une image idéalisée. Ce courage se manifeste dans la communication comme une volonté de dire des choses imparfaitement, plutôt que de rester silencieux par peur de ne pas être brillant, de partager des réflexions en cours plutôt que seulement des conclusions polies, de révéler son processus de pensée avec ses doutes et ses hésitations, plutôt que de ne présenter qu'une façade de certitude. Il y a une solitude inhérente à la profondeur psychologique, une réalité existentielle que Frankl reconnaissait quand il parlait de la solitude tragique de l'existence humaine, le fait que personne ne peut vraiment vivre notre vie à notre place, que notre expérience intérieure reste fondamentalement incommunicable dans sa totalité. Mais cette solitude n'est pas nécessairement une tragédie. Elle peut être transformée en ce que les philosophes appellent la solitude féconde, un espace intérieur riche où la créativité, l'insight et l'authenticité peuvent fleurir. Quand tu acceptes cette solitude fondamentale, tu cesses de chercher désespérément la validation à travers la communication. Tu peux parler depuis un espace déjà complet en lui-même, plutôt que depuis un manque qui demande à être rempli par l'approbation des autres. Boris Cyrulnik révèle que les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont trouvé un moyen de transformer leur souffrance en sagesse, leur trauma en sensibilité accrue, leur isolement en capacité à la profondeur. Cette transformation alchimique change complètement la qualité de leur présence communicative, car elles ne parlent plus depuis le besoin de cacher leur douleur, mais depuis la capacité à l'avoir intégrée, transformée en une forme de connaissance existentielle qui peut être utile aux autres qui traversent des souffrances similaires. Quand tu acceptes que certains ne comprendront jamais ta façon de communiquer, tu commences enfin à parler depuis ton self et non depuis ta persona, depuis ton intégrité psychologique plutôt que depuis ton anxiété d'approbation sociale. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est une forme de libération, un lâcher-prise du besoin épuisant de te traduire constamment pour être accessible à ceux qui ne sont pas prêts ou capables de rencontrer ta profondeur. Jung expliquait que l'individuation implique souvent des périodes de solitude psychologique où nous nous sentons aliénés du collectif.
mais que cette aliénation est nécessaire pour que nous puissions développer notre unicité plutôt que de rester conformés aux attentes collectives. Stephen Porges révèle que notre système nerveux a 3 états de base. L'engagement social quand nous nous sentons en sécurité, la mobilisation sympathique quand nous percevons une menace et devons combattre ou fuir, et l'immobilisation dorsale vagale quand nous nous sentons dépassés et nous dissocions. Comprendre ces états t'aide à reconnaître que ton retrait conversationnel n'est pas toujours un problème à résoudre. Parfois, c'est une réponse adaptative à un environnement qui ne permet pas un véritable engagement social authentique. Dans ces situations, forcer l'interaction crée plus de stress que de connexion, et honorer ton besoin de retrait est une forme de sagesse somatique. Les personnes qui ont vraiment intégré leur intelligence conversationnelle ne cherchent plus à être compris par tout le monde. Elles reconnaissent que la profondeur attire naturellement ceux qui sont capables de la reconnaître et repousse naturellement ceux qui ne le sont pas. Cette reconnaissance transforme la dynamique sociale de quelque chose d'anxiogène en quelque chose d'organique, un processus naturel de sélection où tu n'as pas à forcer les connexions mais simplement à être authentique et laisser ceux qui résonnent avec cette authenticité se révéler naturellement. Richard Davidson a prouvé que notre cerveau continue à se développer et à se transformer tout au long de la vie, que la neuroplasticité n'est pas limitée à l'enfance, mais reste active jusqu'à nos derniers jours. Cela signifie que même si tu as passé des décennies à parler depuis l'anxiété ou la performance, tu peux commencer maintenant à développer de nouveaux patterns neuronaux qui soutiennent une communication depuis l'authenticité et la présence. Chaque fois que tu choisis consciemment de parler depuis ta vérité plutôt que depuis ta peur, tu renforces les circuits neuronaux associés à cette authenticité, rendant progressivement ce choix plus naturel et automatique. Stanislas Dehaene explique que la conscience nécessite ce qu'il appelle l'ignition globale, un moment où l'information devient disponible à travers tout le cerveau plutôt que d'être traitée localement dans une région spécifique. Quand tu parles depuis la conscience intégrée, cette ignition globale crée une cohérence dans ta communication que les autres ressentent comme de l'autorité naturelle, non pas l'autorité de la position ou du volume, mais l'autorité de quelqu'un qui parle depuis une compréhension profonde et intégrée. Marc Aurèle enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par nos jugements sur ces événements, et que la sagesse consiste à examiner nos jugements, à les questionner, à reconnaître lesquels sont basés sur la réalité et lesquels sont des projections de nos peurs et désirs. Cette pratique stoïcienne s'applique directement à la communication. Quand tu ressens de l'anxiété avant de parler, la sagesse consiste à examiner si cette anxiété est basée sur un danger réel dans la situation présente ou sur des jugements catastrophiques que tu projettes sur l'avenir. La plupart du temps, tu découvriras que ton anxiété est basée sur des scénarios imaginés plutôt que sur des faits. Et cette reconnaissance crée un espace où tu peux choisir de répondre différemment, de parler depuis ta vérité présente plutôt que depuis tes peurs héritées du passé. Matthew Lieberman montre que notre cerveau social est si sensible aux signaux de rejet que même des expériences minimales de exclusion sociale activent les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Cette sensibilité explique pourquoi l'anxiété conversationnelle peut être si intense, car ton cerveau traite littéralement la possibilité du rejet social comme une menace à ta survie. Comprendre ce mécanisme ne le fait pas disparaître, mais cela te donne une perspective qui peut réduire son pouvoir sur toi, te permettant de reconnaître que cette anxiété est une réaction évolutive qui était adaptative dans nos environnements ancestraux, mais qui est souvent disproportionnée dans nos contextes modernes, où le rejet conversationnel ne représente pas vraiment une menace à ta survie. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité, que la plupart de nos angoisses concernent des événements qui ne se produiront jamais, ou qui, s'ils se produisent, seront beaucoup moins terribles que nous l'avions anticipé.
Cette sagesse ancienne est confirmée par les neurosciences modernes. Lisa Feldman-Barrett explique que notre cerveau utilise la majorité de son énergie non pas à traiter les stimuli présents, mais à faire des prédictions sur ce qui va se passer ensuite, et que ces prédictions sont souvent plus négatives que la réalité parce qu'il est évolutivement plus sûr de surestimer les menaces que de les sous-estimer. Quand tu comprends ce biais négatif dans tes prédictions, tu peux consciemment le corriger, reconnaissant que ton anxiété anticipatoire est probablement exagérée et que la situation réelle sera vraisemblablement moins difficile que ce que ton cerveau prédit. Camus affirmait que la révolte authentique ne consiste pas à rejeter l'absurde, mais à le vivre pleinement, à créer du sens et de la beauté dans un monde qui n'offre aucune garantie de sens. Cette posture existentielle transforme la communication en un acte de création, plutôt qu'en une performance anxieuse, en un choix de partager ta vérité, non pas parce que tu es certain qu'elle sera comprise ou appréciée, mais simplement parce que l'acte d'expression authentique est en lui-même signifiant, indépendamment de la réponse qu'il génère. Et c'est dans cette liberté existentielle que se trouve la véritable souveraineté verbale, la capacité à parler depuis ton intégrité sans être esclave de la réaction des autres, à offrir ta profondeur sans exiger qu'elle soit reconnue, à communiquer depuis la plénitude plutôt que depuis le manque. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de réaliser que l'intelligence conversationnelle n'a jamais été une compétence technique à acquérir, mais toujours un processus d'intégration psychologique à vivre, un voyage de retour vers ton authenticité plutôt qu'une fuite vers une version perfectionnée de toi-même qui pourrait enfin être acceptée par tous. Jung passait des décennies à explorer les profondeurs de la psyché humaine et ce qu'il a découvert transforme complètement notre compréhension de ce que signifie communiquer intelligemment. Ce n'est pas une question d'éloquence superficielle ou de technique rhétorique, c'est une question de fidélité envers le processus d'individuation, ce devenir progressif de qui tu es vraiment à travers l'intégration de tout ce que tu as rejeté, refoulé ou ignoré en toi-même. Chaque conversation devient alors une opportunité de pratiquer cette fidélité, de choisir l'authenticité plutôt que la performance, la profondeur plutôt que la superficialité, la vérité plutôt que l'approbation. Freud a révélé que l'inconscient trouve toujours un moyen de s'exprimer, que tu ne peux pas vraiment cacher qui tu es, parce que ton être véritable transparaît dans chaque lapsus, dans chaque choix de mots involontaires, dans chaque micro-expression qui échappe à ton contrôle conscient. Cette vérité est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle signifie que tu ne peux pas vraiment tromper les autres sur qui tu es. Libératrice parce qu'elle signifie que tu peux arrêter d'essayer de le faire et simplement être présent à ce qui est. Adler disait que le sentiment d'infériorité n'est pas en soi pathologique, c'est une condition humaine universelle qui émerge de notre conscience d'être des créatures finies et vulnérables dans un univers vaste et indifférent. Ce qui détermine notre santé psychologique n'est pas l'absence de ce sentiment, mais ce que nous en faisons, comment nous le transformons, soit en une quête destructrice de supériorité sur les autres, soit en une motivation constructive pour développer notre potentiel unique. Cette transformation change radicalement la dynamique conversationnelle, de la compétition vers la collaboration, de la domination vers la contribution, de l'ego vers le service. Quand tu communiques, depuis ce qu'Adler appelait le sentiment communautaire, depuis une reconnaissance de notre interdépendance fondamentale et de notre égalité essentielle malgré nos différences superficielles, tu crées un espace conversationnel qui invite l'autre à se révéler authentiquement, plutôt qu'à se défendre ou à se performer. Daniel Siegel explique que cette qualité de présence relationnelle dépend de notre capacité à rester connectés à nous-mêmes tout en restant ouverts à l'autre, une intégration paradoxale de la différenciation et de la connexion qu'il considère comme la marque de la santé psychologique mature. Les personnes qui ont développé cette capacité peuvent parler de manière à la fois personnelle et universelle,
partageant leur expérience unique d'une façon qui résonne avec l'expérience humaine partagée, créant cette sensation rare mais profondément satisfaisante d'être compris et de comprendre simultanément. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration nazi en maintenant un sens intérieur, même dans les circonstances les plus déshumanisantes, et ce qu'il a découvert à travers cette épreuve extrême éclaire profondément la question de la communication authentique. Il a réalisé que la dernière liberté humaine, celle qui ne peut jamais être enlevée, même dans les conditions les plus oppressives, est la liberté de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Cette liberté s'applique directement à la communication. Même si tu ne peux pas contrôler comment les autres répondent à tes mots, tu peux toujours choisir la qualité de conscience depuis laquelle tu parles, l'intention que tu portes, la vérité que tu honores. Cette liberté intérieure crée une souveraineté verbale qui ne dépend pas des circonstances externes, mais émerge de ton intégrité psychologique profonde. Antonio Damasio révèle que la conscience de soi émerge d'abord à travers la conscience du corps, que nous ne pouvons pas penser ou communiquer de manière dissociée de nos processus somatiques. Cette connexion corps-esprit signifie que l'authenticité conversationnelle nécessite une présence incarnée, une capacité à rester connecté à tes sensations corporelles pendant que tu parles, plutôt que de te dissocier dans ta tête. Quand tu maintiens cette connexion somatique, ton corps devient un guide fiable qui te dit à travers des sensations subtiles si tu parles depuis ta vérité ou depuis ta peur, si tu es aligné ou dissocié, si tu te trahis ou t'honores dans ton expression. Les neurosciences modernes confirment ce que les grands explorateurs de la psyché ont toujours su intuitivement. La transformation ne vient pas de l'accumulation d'informations, mais de l'intégration d'expériences, pas de ce que tu sais intellectuellement, mais de ce que tu as vécu corporellement et émotionnellement. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité est maximale lors de moments d'apprentissage émotionnellement chargés, quand tu es suffisamment engagé et présent pour que l'expérience laisse une empreinte durable dans tes circuits neuronaux. Chaque conversation où tu choisis consciemment l'authenticité malgré l'anxiété est une de ces opportunités de transformation neuroplastique, un moment où ton cerveau peut créer de nouveaux patterns qui soutiennent ta communication depuis l'intégrité plutôt que depuis la peur. Boris Cyrulnik explique que la résilience ne consiste pas à ne pas être affecté par l'adversité, mais à développer la capacité à transformer le traumatisme en croissance, à trouver un sens rédempteur dans la souffrance vécue. Cette capacité transforme ta communication, car tu ne parles plus depuis une position de victime cherchant la sympathie, ou depuis une position défensive cherchant à prouver que tu n'as pas été blessé, mais depuis une position intégrée, reconnaissant honnêtement à la fois la blessure et la sagesse qu'elle a générée. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, si tu reconnais dans ces mots une vérité que tu as toujours sentie mais jamais vraiment articulée, alors partage-la avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à comprendre sa propre profondeur, plutôt qu'à la cacher ou à l'édulcorer pour être socialement acceptable. Quelle phrase t'a le plus marqué dans tout ce que nous avons exploré ensemble? Quel insight a créé ce petit déclic intérieur, ce moment de reconnaissance, où quelque chose que tu vivais dans la confusion devient soudainement clair? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu sens que nous avons à peine commencé à gratter la surface de ces questions existentielles profondes qui déterminent la qualité de ton expérience humaine, alors rejoins notre communauté de membres où nous explorons ces thèmes avec encore plus de profondeur et de nuances, où nous créons un espace pour ceux qui refusent la superficialité collective et cherchent une compréhension authentique de leur psyché et de leur potentiel. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment, et cette individuation se manifeste d'abord et avant tout dans ta capacité à communiquer depuis ton self authentique plutôt que depuis ta persona sociale, à parler depuis ta profondeur intégrée plutôt que depuis tes mécanismes de défense anxieux. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas simplement une collection de techniques conversationnelles ou de conseils pratiques, c'est une invitation à repenser fondamentalement
ce que signifie parler intelligemment dans un monde qui a confondu l'éloquence superficielle avec la communication authentique, le volume avec la substance, la performance avec la présence. Les neurosciences, la psychologie profonde et la philosophie existentielle convergent toutes vers la même vérité troublante. L'intelligence conversationnelle ne peut pas être séparée de ton niveau d'intégration psychologique globale, de ta capacité à rester présent à toi-même dans la complexité de ton expérience intérieure, tout en restant ouvert à l'autre dans la reconnaissance de notre humanité partagée. Cette intégration n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est un processus dynamique qui nécessite une attention continue, une volonté de rester conscient même quand c'est inconfortable, un courage de choisir l'authenticité même quand la performance serait plus facile. Mais dans ce courage se trouve une libération profonde, une fin à l'épuisement de maintenir des façades, une permission de simplement être présent à ce qui est plutôt que constamment en train de gérer les impressions que tu crées. Cette présence authentique attire naturellement ceux qui sont capables de la reconnaître et de la valoriser, créant des connexions qui nourrissent ton âme plutôt que des interactions superficielles qui drainent ton énergie. Camus écrivait que nous devons imaginer Sisyphe heureux, trouvant un sens et une dignité non pas dans l'accomplissement final de sa tâche impossible, mais dans l'acte même de continuer à pousser son rocher malgré l'absurdité fondamentale de l'entreprise. Cette image capture quelque chose d'essentiel sur la communication authentique. Tu ne parleras jamais parfaitement. Tu ne seras jamais compris complètement. Il y aura toujours une distance infranchissable entre ton expérience intérieure et ce que tu peux en exprimer à travers le langage limité des mots. Mais dans cette reconnaissance lucide de la limite, plutôt que dans son déni naïf, se trouve une forme de liberté. Tu peux parler sachant que tu ne seras jamais totalement compris. Et cette connaissance te libère du besoin épuisant de tout expliquer, de tout clarifier, de combler chaque incompréhension. Tu peux offrir ta vérité telle qu'elle est, imparfaite et partielle, et laisser les autres faire de cette offrande ce qu'ils peuvent, reconnaissant que leur compréhension sera toujours filtrée à travers leurs propres expériences et limitations. Cette acceptation transforme la communication d'une transaction anxieuse, où tu cherches constamment à contrôler la perception de l'autre, en un acte généreux, où tu partages ce qui demande à être partagé, et tu lâches l'attachement au résultat. Et c'est précisément dans ce lâcher-prise que se trouve le pouvoir conversationnel véritable. Non pas le pouvoir de contrôler ou de manipuler, mais le pouvoir d'être authentiquement présent, pleinement incarné, profondément cohérent avec qui tu es vraiment devenu à travers tout ce que tu as vécu, souffert, intégré et transformé en sagesse.